Le violon de Rothschild par Anton Tchekhov. Traduction de Denis Roche. La ville était petite, à peine un village. Elle n'était presque habitée que par des vieillards qui mouraient si rarement que c'en était pitié. Il y fallait parfois quelques cercueils pour l'hôpital ou la prison. En un mot, les affaires ne marchaient pas. Si Yakov Ivanov avait fait des cercueils dans un chef-lieu, il eût certainement possédé une maison, et on lui aurait donné du Yakov Matveitch. Mais dans cette mauvaise petite ville, on ne l'appelait que Yakov. Dans la rue, on l'avait même, on ne sait pourquoi, surnommé Bronza, et il y vivait, pauvre comme un moujik, dans une vieille isba d'une seule pièce où s'entassaient de compagnie, lui, Marfa, le poêle, un lit à 2 places, les cercueils, l'établi et tous les ustensiles du ménage. Yakov fabriquait de bons cercueils solides. Pour les moujiks et les artisans, il les faisait à sa taille, sans se tromper jamais, car il n'y avait nulle part, même à la prison, de gens plus grands et plus forts que lui, bien qu'il eût déjà 70 ans. Pour les nobles et pour les femmes, Yakov exécutait ses cercueils sur mesure et en prenait les dimensions avec un mètre de fer. Il acceptait sans empressement les commandes de cercueils d'enfants et les confectionnait sans se déranger, à vue d'œil, avec dédain. En touchant l'argent, il disait chaque fois « J'avoue que je n'aime pas à m'occuper de niaiseries. » En dehors de son métier, Yakov gagnait quelques sous à jouer du violon. Pour les mariages, on louait d'ordinaire, dans la petite ville, un orchestre juif que dirigeait l'étameur Moïsseï Ilitch Chakès, qui prélevait, pour sa part, plus de la moitié de la recette. Comme Yakov connaissait surtout des chansons russes, Chakès l'invitait de temps à autre à jouer dans son orchestre. Il le payait 50 kopecks par jour, sans parler des cadeaux des invités. Quand Bronza s'asseyait dans l'orchestre, il se mettait tout d'abord à suer et à rougir. Il faisait chaud, et cela sentait l'ail à étouffer. Son violon miaulait, et près de son oreille droite, la contrebasse s'enrouait. Près de la gauche, la flûte pleurait. Celui qui en jouait était un maigre juif roux, le visage couvert d'un réseau de veines rouges et bleues. Il portait le nom de Rothschild, comme le fameux Richard. Et ce maudit juif parvenait à jouer les choses les plus gaies sur un ton plaintif. Yakov, sans raison plausible, ressentait de la haine et du mépris pour les juifs, et surtout pour Rothschild. Il se mettait à le taquiner, l'injuriait. Une fois même, il voulut le battre. Rothschild s'en irrita et lui dit farouchement « Si je n'estimais pas votre talent, il y a longtemps que je vous aurais fait passer par la fenêtre. » Et il se mit à pleurer. En raison de cela, on n'invitait que rarement Bronza. On ne le faisait que dans les cas d'extrême urgence, quand un des juifs manquait. Yakov n'était jamais de bonne humeur parce qu'il subissait continuellement des pertes effrayantes. C'était péché, par exemple, de travailler les dimanches et fêtes. Le lundi est un mauvais jour. On arrivait ainsi à un total de près de 200 jours pendant lesquels il fallait, malgré soi, se croiser les bras. Et quelle perte cela représentait! Si l'on faisait en ville un mariage sans musique, ou si Chakès n'invitait pas Yakov, c'était aussi une perte. Le commissaire de police fut malade et languit 2 années. Yakov attendait sa mort avec impatience, mais le commissaire partit pour se soigner au chef-lieu de district et y mourut. Encore une perte, d'au moins 10 roubles. Il aurait en effet fallu au commissaire un cercueil coûteux, recouvert de brocart glacé.
La pensée de ses pertes obsédait Yakov, surtout la nuit. Il mettait son violon auprès de lui, sur son lit, et lorsque toutes sortes de balivernes lui passaient en tête, il en touchait les cordes. Le violon résonnait, et Yakov se sentait mieux. Le 6 mai de l'an dernier, sa femme, soudainement, se sentit mal. La vieille respirait avec peine, buvait beaucoup d'eau et chancelait. Le matin, elle alluma malgré tout le poêle et alla même chercher de l'eau. Mais le soir venu, elle dut s'aliter. Yakov, toute la journée, joua du violon. Quand il fit entièrement nuit, il prit le livre dans lequel il inscrivait chaque jour les pertes qu'il subissait et, par ennui, se mit à en faire le compte pour l'année. Le total monta à plus de 1000 roubles. Cela troubla tellement le vieillard qu'il jeta son boulier par terre et se mit à trépigner. Puis il releva l'instrument, le fit encore longuement claquer et soupira profondément. Son visage était cramoisi, trempé de sueur. Il pensa que, s'il avait mis à la banque ce millier de roubles perdus, le revenu annuel en aurait atteint au moins 40 roubles. Ces 40 roubles-là étaient aussi une perte. Bref, où que l'on se tournât, il n'y avait que perte et rien d'autre. « Yakov !» appela tout à coup la vieille. « Je meurs !» Bronza regarda sa femme. Sa figure était rose de fièvre, extraordinairement sereine et joyeuse. Il était habitué à lui voir un visage pâle, timide et malheureux, et il se troubla. Il lui sembla que sa femme se mourrait en effet, et qu'elle était contente de quitter enfin, pour toujours, cette isba, ses cercueils, et Yakov lui-même. Marfa regardait le plafond et remuait les lèvres. Elle avait l'air heureux, comme si elle voyait la mort, sa libératrice, et si elles chuchotaient ensemble. C'était déjà le point du jour. À la fenêtre apparaissait le flamboiement de l'aurore. En regardant la vieille, Yakov se rappela soudain qu'il ne lui avait pas, de toute sa vie, lui semblait-il, fait une seule caresse, qu'il ne l'avait jamais plainte, n'avait jamais songé à lui acheter le moindre fichu, à lui rapporter d'une noce la moindre friandise. Il n'avait fait que crier après elle et lui reprocher ses pertes, se jetant sur elle les poings serrés. À la vérité, il ne l'avait jamais battue, mais il en avait fait le geste, et Marfa en avait été chaque fois terrifiée. Il ne lui permettait pas de boire du thé parce qu'il dépensait déjà beaucoup en dehors de cela, et Marfa ne buvait que de l'eau chaude. Yakov comprenait pourquoi elle avait maintenant un air si étrange, si joyeux, et l'angoisse l'étreignait. Le matin venu, il emprunta le cheval de son voisin et emmena Marfa à l'hôpital. Il n'y avait que peu de monde. Il n'eut à attendre que 3 heures. À sa grande satisfaction, ce n'était pas ce jour-là le docteur qui faisait la consultation, il était lui-même malade. C'était l'officier de santé, Maxime Nikolaïtch, vieillard dont tout le monde disait en ville que, tout ivrogne et querelleur qu'il était, il en savait plus long que le docteur. « Bonne santé à vous », lui dit Yakov, introduisant la vieille dans la salle de consultation. « Excusez-nous, Maxime Nikolaïtch, de venir toujours vous déranger avec nos petites affaires. Tenez, veuillez regarder. Ma moitié est bien malade. La compagne de ma vie, comme on dit. Passez-moi l'expression. » Fronçant ses sourcils gris et lissant ses favoris, l'officier de santé considéra la vieille, assise sur un tabouret, voûtée et maigre, le nez pointu, la bouche ouverte, ressemblant de profil à un oiseau qui veut boire. « Oui, c'est ça, » dit lentement l'officier de santé en soupirant. « L'influenza ou peut-être même la fièvre. Il y a du typhus en ville actuellement. Et puis quoi? La vieille a fait son temps, que Dieu en soit remercié. Quel âge a-t-elle ? 70 ans dans un an.
Eh bien, elle a fait son temps. Il faut en prendre son parti. Vous avez certainement raison, Maxime Nikolaïtch, dit Yakov en souriant par politesse, et je vous suis bien reconnaissant de votre obligeance. Mais, permettez-moi de le dire, le moindre insecte veut vivre. Il y a tant de choses que l'on désire, dit l'officier, comme s'il dépendait de lui que la vieille vécût ou mourût. Alors écoute l'ami. Tu lui mettras sur la tête une compresse froide et lui feras prendre ses poudres 2 fois par jour. Maintenant, salutations et oust. À son expression, Yakov vit que l'affaire était mauvaise et qu'aucune poudre ne servirait à rien. Il était clair maintenant pour lui que Marfa mourrait très vite, le jour même ou le lendemain. Il poussa légèrement du coude l'officier de santé, cligna de l'œil et lui dit à mi-voix « Maxime Nikolaïtch, et si on lui mettait des ventouses ?»« Pas le temps, l'ami. Prends la vieille et que Dieu vous garde. Au revoir. »« Faites-moi cette grâce, » supplia Yakov. Vous savez vous-même que si elle avait, supposons, mal au ventre ou quelque chose à l'intérieur, ce seraient des poudres et des gouttes qu'il faudrait. Mais elle a un refroidissement. Dans un refroidissement, la première chose, Maxime Nikolaïtch, c'est de chasser le sang. Mais l'officier avait déjà appelé un autre malade. Une femme entrait dans la salle avec un enfant. « Va-t'en, va-t'en » dit-il à Yakov en fronçant les sourcils. « Pas d'histoire. » Alors du moins, mettez-lui des sangsues. Faites que l'on ait éternellement à prier Dieu pour vous. L'officier s'irrita et cria « Parle encore un peu, tête de bois !» Yakov s'emporta lui aussi. Il devint pourpre, mais ne souffla mot. Il prit Marfa par la main et l'emmena. Ce ne fut qu'une fois assis dans leur charrette qu'il regarda avec un air dur et ironique du côté de l'hôpital. On en a mis des artistes là-dedans. À un riche, il y aurait certainement posé des ventouses, et à un pauvre, il regrette même une sangsue. Bourreau! Quand ils furent revenus chez eux, Marfa entra dans l'isba et resta 10 minutes debout, appuyée contre le poêle. Il lui semblait que, si elle se couchait, Yakov parlerait de ses pertes et la tenserait de rester toujours couchée sans vouloir travailler. Yakov la regardait avec ennui et se rappelait que le lendemain était la fête de Saint Jean le théologien, le surlendemain, celle de Saint Nicolas le thaumaturge. Ensuite, dimanche, puis lundi, mauvais jour. 4 jours de suite, on ne pourrait pas travailler. Marfa mourrait probablement un de ces jours-là. Il fallait donc faire sa bière le jour même. Il saisit son mètre de fer, s'approcha de la vieille et prit ses mesures. Ensuite Marfa se coucha, et s'étant signé, Yakov se mit à faire son cercueil. Quand l'ouvrage fut terminé, Bronza ajusta ses lunettes et inscrivit sur son livre « Cercueil pour Marfa Ivanovna, 2 roubles, 40 kopecks. » Et il soupira. La vieille restait couchée, silencieuse, les yeux clos. Le soir, quand il fit sombre, elle appela tout à coup le vieillard. « Te souviens-tu, Yakov ?» lui dit-elle en le regardant joyeusement. « Te souviens-tu, il y a 50 ans, Dieu nous donna une enfant qui avait de jolis cheveux blonds. Nous nous asseyions toujours près de la rivière et chantions des chansons, sous le saule. » Avec un sourire amer, elle ajouta « La petite est morte. » Yakov fit effort pour se souvenir, mais ne put se rappeler ni l'enfant, ni le saule. « Tu rêves, » dit-il. Le prêtre vint, fit communier la vieille et lui donna l'extrême-onction. Puis Marfa se mit à marmonner quelque chose d'inintelligible, et au matin, elle mourut. 2 vieilles femmes du voisinage la lavèrent, l'habillèrent, la mirent en bière.
Pour ne pas payer inutilement à un sacristain, Iakov lut les psaumes lui-même. La fosse ne lui coûta rien parce que le gardien du cimetière était son compère. 4 moujiks portèrent le cercueil au cimetière, non à prix d'argent, mais par considération. Derrière la bière venaient des vieilles, des mendiants, 2 illuminés. Les gens qui les rencontraient se signaient pieusement. Et Iakov était bien aise que tout se passa de façon si décente, si convenable, coûta si peu et ne fit de peine à personne. En disant le dernier adieu à Marfa, Iakov tâta la bière du doigt et pensa « C'est de la belle ouvrage ». Mais quand il revint du cimetière, une grande tristesse le prit. Il se sentait mal à l'aise, son haleine était brûlante et rude, ses jambes faiblissaient. Il avait soif, et toutes sortes d'idées se mirent à lui passer par la tête. Il se souvint que, de toute sa vie, il n'avait jamais plaint sa femme une seule fois, et n'avait jamais eu pour elle un geste tendre. Les 52 années qu'ils avaient vécues ensemble dans la même isba avaient été longues, très longues, et il n'y avait pas pensé une seule fois, ni fait plus attention à elle que si elle eût été un chat ou un chien. Pourtant elle chauffait le poêle chaque jour, elle préparait et rôtissait les aliments, elle portait l'eau, elle cassait le bois, elle dormait sur le même lit que lui, et, lorsqu'il rentrait soûl d'une noce, elle suspendait religieusement son violon au mur et mettait son mari au lit. Tout cela en silence, avec une expression soumise, affectueuse. Rothschild, souriant et saluant, vint trouver Iakov. « Je vous cherche, petit-oncle, lui dit-il. Moïsseï Ilitch vous salue et vous fait dire de venir chez lui au plus tôt. » Iakov songeait bien à cela. Il avait envie de pleurer. « Laisse-moi, dit-il, et il s'écarta. « Est-ce possible ?» dit Rothschild, effrayé, se précipitant au-devant de lui. « Moïsseï Ilitch sera fâché, et il a ordonné que vous veniez tout de suite. » Il parut dégoûtant à Iakov que le juif fût essoufflé, qu'il cligna des paupières, qu'il eut, sur la figure, tant de taches de rousseur. Il regardait avec répugnance sa redingote verte, avec des rapiessages sombres et toute sa silhouette frêle et falote. « Qu'as-tu à te coller à moi, gousse d'ail ?» lui cria-t-il. « Ne t'approche pas. Laisse-moi. » Le juif se fâcha et se mit à crier à son tour. « Plus de calme, je vous prie, sans quoi je vous fais passer par-dessus la palissade. »« Disparais de ma vue !» hurla Iakov en levant les poings sur lui. « Il n'y a plus moyen de vivre avec ces galeux. » Rothschild, mort de peur, s'accroupit et agita les mains au-dessus de sa tête, comme pour parer des coups. Puis il se releva et s'enfuit à perdre haleine. En courant, il bondissait, remuait les bras, et on voyait tressaillir sa longue et maigre échine. Les gamins, heureux de l'aubaine, coururent derrière lui en criant « Juif, Juif !» Les chiens, eux aussi, se mirent à courir après lui en aboyant. Quelqu'un se prit à rire et siffla. Les chiens hurlèrent plus fort et avec plus d'ensemble. Puis sans doute un chien mordit le juif, car un cri désespéré, douloureux, retentit. Iakov flâna sur le patis communal, puis il erra aux abords de la ville, marchant droit devant lui, et les gamins criaient « Bronza arrive! Bronza vient !» Il s'en fut à la rivière. Des courlis volaient avec des cris aigus, des canards nasillaient. Le soleil brûlait et il y avait sur l'eau une telle réverbération qu'on en avait mal aux yeux. Iakov prit le sentier le long de la rivière et vit une dame forte, aux joues rouges, qui sortait d'une cabine. « pensa-t-il, quelle loutre !» Non loin du bain, des gamins pêchaient des écrevisses. Apercevant le vieillard, ils se mirent à crier avec frénésie « Bronza! Bronza !» Voici un vieux saule caverneux sur lequel il y a des nids de corneilles. Et soudain, dans la mémoire de Iakov,
surgit comme vivante la petite fille aux cheveux blonds. C'était justement le Saul dont Marfa lui avait parlé. Oui, c'était ce même Saul, vert, tranquille, triste. Comme il avait vieilli, le pauvre Saul. Yakov s'assit sous l'arbre et commença de se souvenir. Sur l'autre rive, là où se trouvait désormais un pré que la rivière inondait au printemps, il y avait jadis un grand bois de bouleaux. Et là-bas, sur la colline nue que l'on voyait à l'horizon, bleuissait une vieille forêt de pins. Des barques glissaient sur la rivière. Tout était nu et triste à présent. Sur l'autre rive, il ne restait qu'un seul petit bouleau, jeune et svelte comme une demoiselle. Il n'y avait sur la rivière que des canards et des oies. On n'aurait jamais deviné qu'il y passait des barques autrefois. Il lui sembla même qu'on voyait moins d'oies qu'auparavant. Yakov ferma les yeux et, dans son imagination, d'immenses vols d'oies blanches se pressèrent au-devant les uns des autres. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas venu une seule fois à la rivière durant ces 40 ou 50 dernières années, et, s'il y était venu, pourquoi il n'y avait pas prêté attention. C'est que c'était une grande rivière, pas un ruisseau de rien du tout. On aurait pu y organiser des pêcheries et vendre les poissons aux marchands, aux fonctionnaires, aux buffetiers de la gare. On aurait pu se rendre en canot d'une propriété à une autre et jouer du violon. Des gens de toutes conditions auraient payé pour cela. On aurait pu continuer de faire du transport par péniche. Cela eût été plus avantageux que de fabriquer des cercueils. Enfin, on aurait pu élever des oies, les tuer et les envoyer à Moscou en hiver. Rien que le duvet aurait rapporté plus de 10 roubles par an. Yakov avait laissé passer ces occasions, n'avait rien fait. Quelle perte! Ah, quelle perte! Et s'il avait à la fois pêché du poisson, joué du violon, eu des péniches et tué des oies, quel capital cela eût produit! Mais rien de cela n'avait eu lieu, même en rêve. La vie avait passé sans profit, sans plaisir, en vain, pour moins qu'une prise de tabac. Devant lui, il n'y avait rien, et, si loin qu'il regarda en arrière, il n'y avait eu que des pertes, si effrayantes qu'on en avait le frisson. Pourquoi l'homme ne peut-il pas vivre de manière à éviter pertes et dommages? Pourquoi avait-on rasé le bois de bouleaux et la forêt de pins? Pourquoi le patis communal restait-il un terrain vague? Pourquoi les gens font-ils précisément toujours ce qu'il ne faut pas? Pourquoi Yakov s'était-il toute sa vie jeté sur sa femme, les poings serrés, et pourquoi avait-il effrayé et insulté le juif tout à l'heure? Pourquoi les gens, en général, s'empêchent-ils de vivre les uns les autres? Quelles effroyables pertes! S'il n'y avait pas de haine et de malice, les gens tireraient les uns des autres un énorme profit. Le soir, et pendant la nuit, Yakov vit en rêve la petite enfant, le saule, des oies tuées, Marfa avec son profil d'oiseau qui veut boire, la figure pâle et pitoyable de Rothschild et des têtes patibulaires qui s'approchaient de lui, venant de toutes les directions, marmonnant quelque chose au sujet de perte. Il se retourna dans son lit et se leva 5 ou 6 fois pour jouer du violon. Le matin, il se leva avec peine et se rendit à l'hôpital. Le même Maxime Nikolaïtch lui ordonna de se mettre sur la tête des compresses froides, lui remit des poudres et, à l'expression de son visage et à son ton, Yakov comprit que son affaire était mauvaise et qu'aucune poudre ne servirait de rien. En rentrant chez lui, il réfléchit qu'il n'aurait que profit à mourir. Il n'aurait plus alors ni à manger ni à boire, ni à payer d'impôts, ni à offenser les gens. Et, puisque l'homme reste dans la tombe non pas 1 an, mais des centaines, des milliers d'années, il y a, à cela, si l'on compte bien, un énorme profit. La vie pour l'homme est une dépense, et sa mort est un gain. Cette considération, assurément, est juste, mais elle est tout de même amère et triste. Pourquoi y a-t-il sur la terre un ordre si étrange que la vie, qui n'est donnée à l'homme qu'une fois,
passe cependant sans profit. Cela ne lui faisait aucune peine de mourir, mais lorsqu'en rentrant il aperçut son violon, son cœur se serra, et il souffrit. On ne peut pas emporter son violon dans la tombe. Il restera délaissé, orphelin. Il lui arrivera la même chose qu'au bois de bouleau et à la forêt de pins. Tout, dans ce monde, s'en est allé et se perdra. Yakov sortit de son isba et s'assit sur le seuil, serrant son violon sur sa poitrine. En pensant à la vie passée en vain, il joua il ne savait quoi, mais cela fut triste et touchant, et des larmes coulèrent le long de ses joues. Et plus il songeait, plus tristement chantait son violon. Le loquet de la porte de la cour claqua une fois ou deux, et Rothschild apparut sur le seuil. Il traversa hardiment la moitié de la cour, mais, apercevant Yakov, il s'arrêta tout à coup, se ratatina, et, probablement craintif, se mit à gesticuler, comme s'il voulait indiquer avec les doigts quelle heure il était. « Approche, ne crains rien, » lui dit Yakov aimablement, lui faisant signe d'avancer. Le regardant d'un air soupçonneux, Rothschild s'approcha lentement. Il s'arrêta à quelques pas. « Faites-moi la grâce, » lui dit-il en s'inclinant, « de ne pas me battre. Moïsseï Ilitch m'envoie ici une seconde fois. N'aie pas peur, me dit-il. Retourne chez Yakov et dis-lui qu'on ne peut pas se passer de lui. Mercredi, il y a une noce. Oui, monsieur Chapovalov marie sa fille à un brave homme. Et la noce sera riche, ouh, ajouta le juif en clignant de l'œil. Je ne peux pas, prononça Yakov, la respiration coupée. Je suis malade, frère. Et il se remit à jouer. Des larmes coulèrent tout à coup sur son violon. Rothschild écoutait attentivement, placé de biais, les mains croisées sur la poitrine. L'expression effarée, incompréhensible de son visage, se changea peu à peu en une expression triste et douloureuse. Il leva les yeux au ciel comme s'il ressentait une extase poignante et fit « Var !» Des larmes coulèrent lentement sur ses joues et dégoutèrent sur sa redingote verte. Toute la journée, Yakov resta couché, le cœur serré. Quand le prêtre vint le confesser au soir et lui demanda s'il ne se rappelait pas quelque péché particulier, il chercha à se souvenir malgré sa faiblesse et se remémora le visage malheureux de Marfa, le cri désespéré du juif que le chien mordait. Il dit, d'une voix à peine perceptible, « Vous donnerez mon violon à Rothschild. » « Bien, » répondit le prêtre. À présent, tout le monde se demande en ville où Rothschild a pris un si bon violon. L'a-t-il acheté ou volé? Peut-être le lui a-t-on remis en gage pour de l'argent prêté? Il a depuis longtemps abandonné la flûte. Il ne joue plus que du violon. Sous son archet filent des sons aussi plaintifs qu'il en sortait jadis de sa flûte. Mais quand il tâche de répéter ce que jouait Yakov, assis sur le seuil de son isba, il s'en envole quelque chose de si triste, de si douloureux, que ses auditeurs se mettent à pleurer, et lui-même, à la fin, roulant des yeux, s'écrie « Var !» Et cette nouvelle chanson a tellement plu en ville que marchands et fonctionnaires invitent Rothschild à qui mieux et la lui font répéter jusqu'à 10 fois.